Et bonjour, bienvenue avec nous dans ce live sur les perturbateurs endocriniens. Nous allons accueillir dans quelques instants Caroline, qui est la fondatrice de la marque Millet. Euh, Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. J'attends de voir passer sa demande et je la ferai entrer sur le live avec nous. En attendant, bonjour. N'hésitez pas à nous faire un petit pouce pour me dire que vous nous entendez bien. Donc, pour l'instant, vous m'entendez bien. Et nous allons parler aujourd'hui, alors on ne va pas réaliser un automassage, on va surtout parler des perturbateurs endocriniens, parce qu'on en entend de plus en plus parler et qu'on se pose toutes des tas de questions. Moi, la première. Et je pense que Caroline pourra nous répondre aisément sur ce sujet et sur toutes les questions que vous vous posez également. Donc j'attends qu'elle nous rejoigne. Super, coucou, merci, c'est que vous m'entendez bien. Donc en fait, ce sujet sur les perturbateurs endocriniens, moi ça fait un moment que je m'y intéresse. Vous savez aussi que j'utilise beaucoup d'huile sérum pour me masser le visage. On se masse le visage, mais on applique aussi sur sa peau des soins, sur le corps, sur le visage et dans notre alimentation, dans notre quotidien. Et tout ça va venir perturber nos hormones si on ne fait pas attention à ce qu'on applique sur notre peau. Donc je regarde si je vois Caroline. Si tu as envoyé l'invitation, je ne la vois pas. Donc n'hésitez pas si déjà vous avez des questions. Alors je ne vois pas ta demande. Est-ce que tu peux... Attends, je vais remonter un petit peu dans les commentaires. Voir si je la vois. Ah si, ça y est, c'est bon. Hello, ça va? Coucou Caroline, bah, ça va et toi? Ouais, ça va. J'ai peur là-dedans. Je me suis dit, bah tiens, il y a un souci Instagram parce que j'arrivais pas à la renvoyer. Non, mais en fait, c'est comme je regardais les gens arriver et j'ai pas vu. Tu sais, ça défile assez vite. J'ai pas vu que tu Ah. avais déjà envoyé ta demande. Bon, je suis ravie de te retrouver en tout cas sur ce live, tu sais, sur ce sujet qui me touche beaucoup et je suis ravie que tu en parles aussi à ta communauté parce que pour le coup, bah, on n'est pas du tout sur un sujet commercial ou beauté, on est sur un sujet de santé et qui pour moi est un sujet de société hyper important. Comme tu le sais, voilà, c'est très, très impliqué là-dedans. Euh, Parce que comme tout, enfin on va reparler dans l'ordre que tu veux, mais c'est un sujet qui est omniprésent. Il y a un livre que j'ai adoré dessus et que je conseille à tous, qui s'appelle Perturbateur endocrinien, la menace invisible, et Oui, qui, voilà, tu dois connaître. euh, ça va nous parler de tout ce que tu vas nous dire parce que pour la plupart, bon, on ne sait pas trop ce que c'est. ouais, Et surtout, on ne sait pas comment les reconnaître et on ne sait même pas, des fois, derrière un joli marketing, ce qu'on applique sur sa peau. Donc, comme tu dis, ils sont parfois bien il y a cachés. la peau, il y a pas parlé des différents endroits où on peut les retrouver, mais aujourd'hui on sait qu'il y a une véritable menace de santé publique. Comme tu sais, à chaque fois que ça touche l'environnement, c'est très compliqué d'analyser l'environnement par rapport à l'effet. L'environnement est par définition en constante évolution. Mais quand on voit des changements très rapides à certains niveaux, c'est-à-dire en l'espace de 30 ans, hein, comme on le constate aujourd'hui, fois 2, fois 3, pardon, les cancers du sein, en l'espace de 30 ans, fois 2, les problèmes de thyroïde qui ont explosé, les problèmes de cancer du sein chez l'homme aussi, dont on parle peu. Ah oui, On sait, effectivement. attends, ça concerne 2% des hommes, ça a doublé encore une fois ces dernières années. Les problèmes de thyroïde, voilà, on n'en parle pas, mais une espèce d'explosion de problèmes hormonaux en peu de temps, c'est-à-dire en l'espace d'une à deux générations. Par exemple, le signaux de la puberté. On sait que les Aussi. seins qui poussent, donc l'exposition aux oestrogènes, les premiers signes de puberté, les poils, les seins qui poussent, ça a avancé de 1 à 2 ans en l'espace d'une génération pour les gens. Donc, D'accord. tu vois, 10, 11 ans à 8, 9 ans. Donc, c'est quand même des phénomènes extrêmement rapides qui amènent à se poser cette question de l'environnement. Et puis, je suis très fière aujourd'hui que c'est une femme, Théo Colborn, au début persuadée que c'était un homme qui a découvert ces fameux perturbateurs endocriniens et qui a commencé à l'écrire et à poser justement des principes
pour l'industrie qui a parlé de... En gros, elle disait, est-ce que c'est la disparition de l'espèce humaine, hein, dans son livre, en disant qu'il y avait énormément de signes autour de ces perturbateurs endocriniens. Donc, on parlait des problèmes de thyroïde, de cancer hormonodépendant, de puberté précoce, mais aussi des problèmes de fertilité qui sont extrêmement liés. De Et d'autres... l'immunité, tu disais, parce que ça a un peu coupé. Ah, des problèmes de... Ça a coupé. Ah, On n'entend pas. alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça fait des petites coupures. Est-ce que vous entendez clairement Caroline quand elle parle? Moi, j'ai l'impression que ça fait des petites coupures. Depuis pas longtemps? Oui, oui, là, sur les derniers mots, ça a coupé Ah, quelques mots. bon, alors là, c'est bon? Oui, Bah, oui, génial. oui. Alors, je reprends, j'ai des problèmes de fertilité qui sont très importants. On le voit au niveau de la baisse des qualités des spermatozoïdes, des problèmes de fertilité de la femme, des problèmes de troubles hormonaux. Forcément, nous, on est en plein dedans. C'est Euh, aussi pour ça que je voulais que tu viennes, parce que moi, je suis en pleine périménopause. Et c'est peut-être pour ça que j'en entends beaucoup parler, ou parce que je m'intéresse beaucoup à ça. Mais c'est vrai que quand on est dans cette situation de périménopause, ménopause, on nous propose aussi des traitements, entre guillemets, qui peuvent impacter notamment le cancer du sein. Mais finalement, en lisant, on m'a dit, bah, c'est pas que ce traitement-là, il y a bien en amont déjà tous les perturbateurs oui, endocriniens. Et c'est vrai que je ne m'étais pas intéressée plus que ça avant, et surtout parce que peut-être je ne sais pas où ils se trouvent, tu vois, mais eh ben, on va en parler. Écoute, mais alors, il ne faut pas diaboliser forcément les cancers, enfin, comment dire, les traitements hormonaux sur les cancers hormonodépendants. En fait, c'est vraiment une balance bénéfice-risque, comme tout en médecine. C'est-à-dire qu'un traitement hormonodépendant, normalement, il y a un moment, on est censé rentrer en phase de sevrage, parce qu'il y a une période d'instabilité, la ménopause. Pas très sympa, mais normalement, au bout de 5 ans après la ménopause, on est censé retrouver une phase de stabilité. Non, mais c'est un petit peu comme l'adolescence, tu vois, quand on met les femmes qui ont des problèmes tout de suite d'acné ou de oui. variation de peur tout de suite sous contraceptif hormonal ou de l'endométriose dès que le commence, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on laisse pas le corps de stabiliser. Et ce qui compte le plus, on le voit au niveau de la pilule et tout ce qui est hormones, c'est plutôt la durée d'exposition. Donc, ce qui est gênant quand tu commences une puberté précoce, c'est vraiment que ta durée d'exposition totale aux hormones et aux estrogènes va être longue. Et donc, potentiellement, tu peux souffrir de plus de problèmes de l'appareil reproducteur, de D'accord. choses. Alors, comment on peut identifier? Donc, en gros, un perturbateur endocrinien, pour redire un petit peu ce que c'est des molécules. On sait que depuis les années 80, il y a eu une explosion des molécules chimiques sur le marché, parce qu'il y a eu tous les nouveaux plastiques, de créer toutes ces nouvelles matières, enfin, une explosion de l'industrie chimique, hein, en fait, concrètement. Et aujourd'hui, on réfléchit beaucoup avec REACH, avec des réglementations, à comment on évalue mieux ces substances chimiques avant de les mettre sur le marché et de retourner un peu la charge de la preuve au niveau de l'industriel parce que on sait en testant des députés, il y a plein d'articles dessus, en testant n'importe qui au niveau des cheveux, des urines, il y a quasiment 100% de chances de retrouver des traces de phtalates, de retardateurs de flamme, enfin, de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules qui vont s'intégrer à notre organisme parce que voilà, l'être humain est poreux. Et le Par tous les supports finalement, parce que là, on parle de cosmétiques, puisque tu nous parleras aussi de tes cosmétiques et comment toi tu fais pour les éviter, ces perturbateurs. Mais en fait, c'est dans notre quotidien. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on applique sur notre corps, c'est partout en fait. Alors, pour faire un petit résumé, il y a vraiment trois grosses catégories, on va dire. Il y a vraiment, en fait, c'est souvent des composés volatiles. Donc, ce qui est composé volatile, qui va sentir très fort, ça va être les produits ménagers, les meubles en particules, par exemple MDF, mélaminés, qui sont très émetteurs de formaldéhyde ou de choses un petit peu lourdes. Évidemment, bien sûr, ce qu'on va retrouver au niveau pesticides ou alors ce qu'on va retrouver dans les produits laitiers et les viandes, parce qu'il faut savoir que c'est les matières grasses qui s'imprègnent aussi un petit peu de ces perturbateurs endocriniens, comme le poisson gras va s'imprégner des métaux lourds, le gras retient beaucoup les toxiques. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on prend une pilule, un cancer, un traitement hormonodépendant ou autre, en fait, quand on va aller aux toilettes, on va pisser des hormones de synthèse. Et aujourd'hui, l'eau du robinet n'arrive pas à filtrer ces hormones de synthèse. Et les hormones synthétiques, elles sont longues. Et la seule moyen d'y filtrer, je le dis parce que c'est quand même l'exposition première à laquelle on peut échapper plus facilement, c'est l'eau. Aujourd'hui, le charbon actif est le seul vraiment molécule, enfin,
composants capables de filtrer les hormones. Mais imaginez bien qu'un Veolia n'a pas les capacités de mettre 3 gros tubes de charbon actif par 3 litres d'eau. Ça serait impossible, ingérable. Donc, le fait est qu'on ingère, notamment par l'eau du robinet, de plus en plus d'hormones et aussi par des produits animaux, c'est-à-dire les animaux qui peuvent stocker les hormones. Donc, les Mais produits alors, du laitiers. coup, comment tu fais? Parce que moi, je veux pas boire d'eau en bouteille parce que le plastique, etc. Donc, tu vas boire l'eau de ton robinet, mais l'eau de ton robinet n'est pas bonne. Qu'est-ce que... Bah, Enfin, alors, l'idéal, il y a une solution. Après, on va être très clair, hein. Bon, je vais ouais. être grande règle pour essayer de s'exposer au minimum. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'en plus, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, pas un effet de seuil, de courbe de Poisson, où plus on est exposé, plus on a des effets délétères. Il y a une courbe très particulière en U, où des niveaux de sous-exposition et surexposition peuvent avoir les mêmes. C'est pour ça que faisons comme on peut. Pour moi, les grandes recommandations, c'est l'eau du robinet. Il y a des carafes, des filtrantes qui sont vachement, Mm. ça s'appelle Berkey, gros truc Oui. à avoir en place. Mais il y a 2 gros filtres au charbon qu'on fait bouillir à peu près tous les 6-8 mois. Et en fait, ça filtre entre 3 et 5 litres d'eau. Et donc, on a des bouteilles en verre réutilisables qu'on nettoie au robinet et on va re-remplir une grosse gourde 7 filtres. Et on va boire quand on est à la maison dans cette bouteille-là. Ça peut vraiment, au niveau, alors aussi les perturbateurs endocriniens, on parlait de porosité. Il faut savoir que c'est surtout les femmes enceintes, les premiers jours de la vie, quand les organes sont en formation, on parle des 1000 premiers jours de la vie, c'est là où c'est le plus important. Et pendant la puberté, il y a quelques grands réflexes à adopter pour se dire, là, je fais encore plus attention à cette période de ma vie, parce que le corps est encore plus poreux. On n'a pas la même porosité aux perturbateurs endocriniens selon les périodes de la vie. Et D'accord. Donc, pour nos enfants adolescents qui sont en pleine puberté, on doit être vigilant. Alors, dans ce qu'on leur donne à boire, dans les produits qu'ils mettent sur leurs cheveux pour se laver les cheveux, au ouais. visage. Alors, D'accord. sur tous les produits aussi pour déculpabiliser. Donc, on disait les produits d'entretien ménager, il y a un truc assez simple. Aujourd'hui, il y a plein de labels, Maison Oui. Verte, Écossaise, etc. Déjà, commencer par là. Et puis, le less is more. Il y a quand même des choses qu'on peut faire assez facilement. Moins de C'est-à-dire, ménage, par exemple. voilà, ménage. Non, alors, absolument pas. Tu sais pourquoi? Parce que malheureusement, devine là où les perturbateurs endocriniens vont s'accumuler et se réunir. La poussière. Il n'y a rien Ah, que la poussière. Donc, ce n'est pas une solution. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi de très simple à faire en maison quand on peut. Une fois qu'on a fait la poussière et qu'on a fait voilà, le grand nettoyage, les produits simples, bicarbonate de soude, le savon noir, tous les trucs à l'ancienne, c'est vraiment à privilégier. En fait, c'est bien de ne pas avoir les chaussures à l'intérieur aussi que les semelles, parce que les semelles sur les trottoirs, ça rapporte plein de perturbateurs endocriniens, de toxiques. Si on peut laisser les chaussures à l'entrée, et ben en fait, ça évite de aussi polluer un peu partout. Voilà. Donc c'est ouais. peut-être Je simple. fais un peu la chasse à ça à la maison. Je demande de laisser déjà les chaussures à l'entrée et de pas marcher partout dans la maison. Mais tu vois, comme quoi. Dehors, après, bon, faut voir si tu as ce qu'il faut pour protéger les chaussures ou si tu habites en appartement, le palier de tous les voisins. Un petit meuble à chaussures, tu vois, dans l'entrée. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc important. Je parle juste des réflexes simples. Et au niveau de la peau, qu'est-ce qui est important? Donc j'ai les produits ménagers, l'eau. Ça déjà c'est énorme. D'éviter d'accumuler plein de meubles bon marché ou des choses voilà un peu cheap. S'il vous plaît, évitez de commander du chic, des émus, des choses comme ça, parce que par exemple, on sait que c'est bourré en termes de métaux lourds, ils dépassent complètement les normes. Enfin bon, il n'y a pas de secret. Vraiment, Ouais. qualitative et des textiles plus naturels, hein. Voilà, éviter le PVC absolument. Les sols en PVC dans une maison, c'est une catastrophe. C'est un émetteur de phtalates énorme. Donc voilà, retour à des matériaux bruts naturels, faire des économies, des bois massifs de préférence. Et au niveau de la peau, alors pourquoi on s'intéresse autant à la peau? La peau, c'est le plus grand organe du corps. La peau, c'est l'organe qui respire, c'est le plus poreux aussi. C'est lui qui laisse passer les toxiques. Les poisons les plus efficaces aujourd'hui, quand on empoisonne des gens en Russie ou en Corée du Nord, on, on met quelque chose sur la peau en 2 secondes parce que ce sera beaucoup plus vite absorbé. Euh, les, les dernières attaques sinistres où on peut voir des choses, c'est vraiment ça, c'est sur la peau parce que la peau, ça va être tout de suite absorbé très rapidement dans le sang. Alors, la cosmétique, c'est censé rester en surface. La définition d'un cosmétique, c'est un produit qui va rester en surface, qui ne va pas passer la barrière du derme. On sait très bien que dans les faits,
qu'on a découvert au niveau des parabènes, c'est ce qu'on a découvert au niveau des phtalates. On sait très bien qu'il y a beaucoup de phénomènes en fait de porosité de transmission puisqu'on a retrouvé des parabènes dans des tumeurs mammaires et c'est ça qui a déclenché le phénomène parabènes dans les cosmétiques notamment. Donc on Oui, sait bah, très bien. j'allais parler de ça, parce que en gros, aujourd'hui, on veut bien parler de ceux dont on nous a le plus parlé finalement, mais on ne connaît pas tout. Moi, par exemple, bah, tu m'as parlé phtalate et parabènes. Je pense que c'est les deux seuls que j'essaie d'éviter, aussi bien dans les shampoings que dans les laits pour le corps, ou que dans... Bon, moi, je me masse principalement avec de l'huile. Donc, il y en a, je pense, un peu moins, et je mets très peu de crème. Mais c'est vrai que tu regardes les shampoings, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on les reconnaît en fait? C'est ça, est-ce que tu as des exemples? En fait, il y a toute une liste et c'est là où le site général. Si je commence à te citer la liste des perturbateurs endocriniens suspectés, on en a pour un moment. Mais les plus courants, on va dire, c'est le triclosan que tu peux retrouver dans le dentifrice, le BHT, le DTA, le butyl, il y en a énormément. Et puis tu sais, à un moment, on est obligé de faire des raccourcis. Quand on a parlé des parabènes, le problème, il était vraiment sur les parabènes à chaîne courte et pas les parabènes à chaîne longue. Mais là, les gens ne peuvent plus rien y Ah, comprendre. non, Et c'est de la là, on fréquence. a Ouais. divisé l'ensemble. Mais il y a beaucoup de choses un peu plus choquantes sur des produits. Je vais parler des choses les plus courantes, je pense. Tu vas en parler de la puberté, des imperfections. Et ben, typiquement, il y a l'acide salicylique. Donc, acide salicylique, on se précipite derrière l'acide salicylique Mais naturel parce que c'est tu en as dans l'émulsion de l'acide salicylique, non? C'est moi. non, non, on a l'acide succinique qui remplace l'acide salicylique. Ah, voilà, c'est ça, d'accord. En fait, c'était justement le but. Nous, on se positionne, comme tu sais, on essaye vraiment de rester. Alors, il faut avoir l'humilité sur le sujet des perturbateurs endocriniens, de dire on en est au tout début de la science. Le terme même de perturbateur endocrinien, c'est-à-dire une molécule qui va interférer avec le système hormonal, ça date de 91. Donc, c'est hyper récent. Ouais. Donc, autant dire qu'il y a une inertie et après, on commence par les gros chantiers. Interdire les biberons bourrés de perturbateurs endocriniens aux enfants en polypropylène. Bon, ça a mis 5-6 ans à passer, ça a été interdit récemment, tu vois, dans les années, il me semble. Donc, ça met beaucoup de temps, puis il y a beaucoup de résistance, effectivement, de l'industrie chimique là-dessus. Ouais. BPA, qui est un des plus... des exemples, le BPA qu'on retrouvait dans les pièces, qu'on retrouvait tu sais, des canettes de conserve. Ça, c'est interdit aussi. Parce que ici, on trouvait beaucoup de BPA dans les urines. On savait que c'était un cancérigène, mutagène reproducteur. Et malgré ça, ça a mis beaucoup de temps aussi à se mettre en place. Encore, à un moment, ils ont remplacé le BPA des tickets de caisse par le BPS, le bisphénol S. Mais on n'avait pas étudié les effets du bisphénol S. Et quelques mois plus tard, en pipette, on s'est rendu compte que c'était encore pire que le bisphénol A. Donc, il faut beaucoup de prudence et d'évaluation de ces nouvelles molécules. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une chose à retenir, c'est que par exemple, un produit qui est rincé, c'est assez logique. Tu parlais de shampoing, de gel douche, de choses comme ça. Un produit rincé, il ne va pas rester très longtemps en contact avec le corps. Donc, dans ces cas-là, je peux te dire oui, bon, il y a un petit risque si tu prends ton je dis n'importe quoi, avec une senteur très forte, très chimique, tu vois tout de suite forcément un peu Genre pêche, voilà, on pense genre tous à... tu vois, enfin voilà, il y a des choses assez intéressantes sur le marché. Bon, c'est pas génial pour la percutanée et tout, mais il n'y a pas de D'accord. tu rinces, ça va pas rester très longtemps en contact avec la peau. Mm. Plutôt regarder, je dis par pragmatisme, le côté biodégradable, comment ça se passe une fois dans les musées. On va tuer les poissons avec du DHT, ce genre de choses. Et là, on va plutôt regarder ce côté-là. En Ouais, revanche, mais c'est fou parce que même, tu vois, aujourd'hui, on parle de compléments alimentaires et on nous dit, oui, alors les compléments alimentaires, moi j'en prends beaucoup et ça m'aide énormément. Mais c'est vrai que, tu vois, on nous dit, oui, mais vous pouvez aussi manger des petits poissons gras. Sauf que les petits poissons gras. Donc c'est un peu, tu vois, c'est bah, assez fou parce que ça va devenir un peu schizophrène, tout ça. poisson gras, figure-toi que c'est pas si mal parce que les petits, donc le hareng, le maquereau, la sardine, en fait, ils sont en bout de chaîne alimentaire. Donc, comme ils sont en bout de chaîne alimentaire, ce ne sera pas les gros comme le thon, qui est l'énorme prédateur, ou autres, qui en fait vont tellement accumuler. En fait, ils vont accumuler à force de manger froid, pollué en Oui. métaux lourds. Ils vont beaucoup plus bioaccumuler. Donc, en fait, une sardine, concrètement, des sardines que tu prends en bocaux en verre, machin, auront assez peu de métaux lourds et de perturbateurs endocriniens. Alors que le thon,
il est très chargé. Le Le saumon, saumon, il est... ouais. Donc, tu vois, tu as un côté début ou bout de chaîne alimentaire qui compte énormément. Et c'est pour ça qu'on recommande plutôt les petits. Donc, les petits, honnêtement, on pouvait y aller. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, on verra dans 10 ans. Mais aujourd'hui, on peut y aller. Et tu sais que par rapport aux perturbateurs endocriniens, il y a certaines zones, justement, où il y avait des usines avec un rejet des eaux usées dans les eaux. Oui, Il y avait 25% de la population aquatique qui était féminisée. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces perturbateurs endocriniens qu'on commence à qualifier, parce que c'est un terme très générique, oui. sont également des xénoestrogènes. Tout à l'heure, on a parlé de puberté précoce, donc c'est plutôt chez les petites filles. Les petits garçons n'ont pas encore remarqué le phénomène. Par contre, il y a un phénomène aussi continu de baisse de qualité des spermatozoïdes, de baisse de la testostérone en général, des niveaux, de travailler aussi là. Et donc, on se rend compte que forcément, un déséquilibre dans une hormone, comme il y a une symphonie des hormones les unes par rapport aux autres, les femmes sont aujourd'hui plus touchées. On le voit thyroïde, des cancers, etc. Mais les hommes ne sont pas épargnés non plus par cette dominance œstrogénique. Et donc, il y a un vrai sujet à essayer de limiter un petit peu cette exposition aux xénoestrogènes. Et la peau est très concernée. Et quand on parlait de la puberté, les soins anti-imperfection sur le marché, tu peux regarder à 90%, typiquement, on va de l'acide salicylique ou du bacuchiol. Les deux. Oui, bacuchiol, on en parle beaucoup aussi. Alors peut-être pour les jeunes en période d'acné, mais on en parle aussi pour nous. Enfin, moi, je vais dire moi, hein, pour les femmes avec des peaux matures, parce que ça vient remplacer un petit peu, c'est le nouveau rétinol naturel en fait. Mais Donc là, il ça y a tout un. a des phytoestrogéniques aussi suspectés. Donc encore de boost. Et aujourd'hui, on doit dire qu'on a d'être un tout petit peu trop bombardé d'hormones. Alors, dans certains cas, les phytoestrogènes ont aussi un cycle de vie plus court que les oestrogènes de synthèse, donc ils s'éliminent plus facilement, Mhm. notamment quand on a, je ne sais pas, une prématurée, une vraie réaction à un manque d'oestrogène. Ça peut être positif, mais en général, il faut éviter la surexposition aux oestrogènes parce qu'on a tendance à être bombardé d'oestrogènes. Euh, et en partie responsable dans les tumeurs des femmes qui ont des cancers, elles ont un taux d'œstrogène très très supérieur à la moyenne. Donc il y a une accumulation d'œstrogènes. Il faut aussi bien recycler ces œstrogènes si on a des œstrogènes circulants qui peuvent être potentiellement nocifs. C'est une hormone très stimulante. C'est la première hormone qu'on va couper en cas de cancer, quel qu'il soit. Donc il faut voilà, regarder un petit peu avec ce regard-là. Et par exemple, voilà, l'acide salicylique, donc, qui fait partie des acides anti-imperfection très reconnu sur la majorité des soins, donc qu'on va principalement recommander aux ados, est un cancérigène mutagène avéré. Donc, si tu veux, le temps qu'on identifie ça, et on sait très bien que c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Vous n'allez pas mettre une crème salicylique quelque chose et du jour au lendemain, vous retrouvez qu'un cancer, c'est pas ça marche, c'est bien Non, plus non. insidieux. C'est ce qui s'est Non, passé. ça prend du temps, c'est long, ça se met en place En en fait, fait. Et du coup, par quoi parce que tu vois, tu nous as donné la liste, comment on les identifie. Maintenant, on en connaît certains et on peut aller chercher sur le net la liste complète si on veut faire la chasse, voilà, à tous les perturbateurs endocriniens. Mais par exemple, pour nos ados qui sont en période d'acné, où on a déjà le pot avec l'acide salicylique dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Comment on remplace eh ben, il y a des super alternatives. L'acide succinique, que nous, on a choisi, honnêtement, on a attendu qu'il soit mis sur le marché. C'est un actif qui est assez récent. Il a des tests d'efficacité parce que, bon, le bouton, c'est quand même quelque chose qui se voit. Donc, il faut que ce soit efficace, mais ils ont vraiment une efficacité qui a été démontrée, même supérieure à l'éthique. Et il n'y a pas de risque aujourd'hui de perturbation endocrinienne sur cet actif. Mais après, il faut être extrêmement humble, je disais, par rapport à ça. Quand tu fais tes formules, il y a une application qui est absolument géniale là-dessus, qui s'appelle Clean Beauty. D'accord, notez tout, hein, Clean Beauty. Ouais, Clean Beauty, c'est super. C'est génial de la région Candice Collin qui avait monté ça. Et en fait, le gros avantage de cette app, c'est qu'on va vraiment scanner la listing key des ingrédients et non pas un code barre. Donc, on sait vraiment ce qu'on fait. Je ne cite personne. Et elle va dire tout potentiel, donc des allergènes par actif. On va voir un petit peu, il y a une note globale, mais surtout par actif, il y a une veille permanente sur est-ce que ça peut être un potentiel perturbateur endocrinien ou pas, est-ce que c'est un allergène, etc. Donc Et pour celles qui ne savent pas, la listing key, c'est ce qu'il y a au dos. Alors c'est pas le code barre comme tu disais sur la boîte, oui, c'est la liste
la papardelle d'ingrédients que vous avez dans un cosmétique. Et si je me trompe pas, ça va de la concentration la plus élevée à la Et concentration la plus faible. très souvent, on commence par à quoi d'ailleurs, quand c'est pas des huiles, il faut prendre en photo. Et l'app, c'est très intéressant parce que tu sais très bien que quand tu mets un code barre, il y a eu pas mal d'abus avec d'autres applications, bah, ta formule peut changer, tu peux changer ta formule sans changer le code barre. Donc, Voilà. c'est toujours moins d'actifs. Et puis, il n'y a pas trop cette notion de perturbateur endocrinien qui est très récente. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de lobbies dans l'industrie qui se défendent derrière, mais c'est une question de dosage, etc. Mais tant qu'on Oui, peut... j'en ai déjà entendu parler parce que souvent on parle de ces types d'applications en disant oui, mais ça va nous affoler. Et puis de toute façon, il y a aussi, comme tu parlais tout à l'heure du bénéfice-risque, tu sais, de l'efficacité d'un Ouais. produit. Oui, mais il a besoin de contenir ça. Donc tu vas choisir entre un produit efficace et ta santé. Bah, Voilà. c'est Non, compliqué, quoi. ça, on a beaucoup de chimères encore, hein. La réalité, c'est que la biotech verte, elle n'a jamais autant évolué. Que le label bio, il était très abouti en France. Maintenant plus de 40 ans. Moi, je travaille dans le bio depuis 2006. Je peux dire que ça n'a rien à voir en termes d'ingrédients brevetés, de biotech verte. C'est intéressant à d'autres niveaux, au-delà d'éviter des perturbations endocriniennes dans certains cas, parce qu'il y a plein de différences. Ça peut permettre d'économiser les plantes, c'est des cultures en aéroponie, énormément de choses super intéressantes. Le vieil adage où le naturel est moins efficace que le pas naturel est complètement faux et on peut faire les choses différemment. Et on Oui. a besoin de gros nous suivre là-dessus aussi pour polluer le moins de monde possible et pour justement aussi faire baisser les coûts de certains ingrédients qui sont plus onéreux tout simplement en naturel. Il y Oui. a ce gros là aussi. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, voilà, de toute façon, quand tu vas vendre du bouton, de l'hydratation, etc., les résultats se voient vite sur la peau. Et c'est vrai que quand on met des produits non rincés, particulièrement sur le corps, sur le visage, qui vont rester donc très Bah, longtemps en les crèmes contact avec la peau, et les huiles, par exemple, on va même les laisser poser, tu vois, les huiles et les crèmes. Enfin, moi, j'en mettais peu. Je crois que j'en mettais quasiment plus avant que je remette les muscles. Mm. ouais. Mais c'est vrai que j'en mettais pas. Et là, pour le coup, ça pose, voire toute la nuit, quand tu as fait un bon double nettoyage, ça peut bien pénétrer dans la peau. C'est bien. Ça pénètre bien, et si tu veux, autant les émulsions, effectivement, elles vont plus être susceptibles d'être polluées par un certain nombre d'actifs, parce qu'une émulsion, c'est actif, hein, c'est un mélange eau et lipides. Donc, il peut encore plus screener. Tu disais tout à l'heure, l'huile, souvent plus safe. Toutes les huiles brutes, on est sur des choses plus safe parce qu'une huile a besoin de moins de conservateurs, un milieu déjà un peu autoconservé quand il y a les bons packs. Il faut plus se méfier dans ces cas-là, peut-être des parfums et des huiles essentielles. Moi, je me bats beaucoup, vous savez, dans nos produits parce qu'on a du mal à trouver des parfums, donc avec des taux de résidus essentiels très très faibles, pas de limonène, pas de géraniol. Et C'est les, et les, et les huiles essentielles, c'est perturbateur endocrinien ou alors c'est allergène? pas toutes. On peut pas. D'accord. Et puis encore une fois, je le répète, ces perturbateurs endocriniens tellement récentes que nous, on est en veille constante, tu vois, pour même reformuler éventuellement des systèmes de conservation et autres. Il y a des actifs qu'on sait autoriser, tu vois, par exemple comme l'argent qui n'est pas qualifié perturbateur endocrinien aujourd'hui, mais dont on sait qu'il risque d'être qualifié dans quelques années parce que l'argent était qualifié comme perturbateur endocrinien. Donc, comme c'est un dérivé, logiquement, il devrait tomber aussi dans cette catégorie. Donc, en fait, ça oblige à beaucoup d'humilité et de se dire, bah, on reste sur des formules ouvertes et puis on va voir comment on évolue. Mais toujours est-il, on se rend compte que la plupart des huiles essentielles, le tea tree, même la lavande vraie qu'on pensait, Non, la lavande vraie, c'était vraiment comment dire, l'archétype de l'huile. ben, la lavande vraie, le titri que l'on va justement mettre, moi je fais beaucoup d'acné hormonal, de moins en moins grâce à mes compléments, à mes soins, etc. Je pense que j'arrive mieux à équilibrer. Mais le titri, c'était le réflexe numéro un, bouton titri. Même hein, sur la partie moustique, etc. Quand je vois tous ces parents en disant non, mais maintenant je prends du naturel, on arrête avec les gros insecticides, tu sais, anti-poux, anti-moustique, et en fait, tu les vois venir avec des concentrés de spray d'essence. On n'a même pas une molécule ultra puissante. Encore une fois, tout est question aussi de Ouais. mesure. Ça veut dire que très prix, très que tu vas te faire l'essentiel d'Eucalyptus globulus, tu vois, en inhalation. Oui, Pas beaucoup de risques, c'est d'ailleurs une huile eucalyptus essentielle. radié, enfin moi j'en ai plein à la maison, j'en mets même dans mon bain. Mais
par exemple, tous les sprays multi-huiles essentielles, c'est des choses qui sentent très fort. Il y a des composés volatiles qui sont très forts. C'est des molécules très puissantes, très odorantes. Attention à des surexpositions à ça. C'est des molécules qu'on maîtrise mal et c'est très tendance. Moi, je fais très attention, c'est pas pour rien si on interdit les huiles essentielles aux femmes enceintes. Enfin, je veux dire, Oui, il y a des fois, il y a une puissance d'action et c'est souvent les molécules les plus odorantes. On en parlait pour les produits dont il faut se méfier, les parfums les plus forts, les parfums de synthèse, tous les salades qu'on retrouve dans les parfums. Par exemple, on disait le geste, éviter de parfum directement sur la peau, éviter surtout ces parfums de synthèse, regarder des produits plus bruts, des huiles plus brutes, regarder si les parlent. Aujourd'hui, il n'y a pas de label. Attends. ouais, c'est vrai. Je redonne le nom. L'application, c'est Clean Beauty, hein, pour celles qui demandaient. Je voulais pas te couper, mais comme il y a eu plusieurs demandes de l'application. Mais oui, je pense qu'il c'est pas si simple, mais c'est juste, c'est un peu comme la vie, c'est un peu comme d'essayer de trouver un équilibre sans tomber non plus dans la psychose, Oui, d'analyser tout. exactement. L'équilibre, je dis déjà que cette application, on trouve des produits bruts, des produits huileux qui sont généralement éviter les parfums qu'on voit limonène, linalool, vraiment un plus. Et puis aussi ne pas trop cumuler entre eux parce qu'en fait, une des choses les plus compliquées en cosmétique en perturbateurs endocriniens, c'est les cocktails. Il y a une étude récemment qui était super intéressante qui disait qu'en diminuant par deux les produits qu'on utilisait, c'est pour ça que les femmes étaient particulièrement exposées parce qu'entre le make-up, le soin, etc., on a tendance à suraccumuler. Regarde, les professions les plus exposées où il y a un vrai risque chimique et des indemnisations, c'est par exemple les coiffeurs, coiffeuses dans des salons traditionnels. Ah oui, Parce que tout mais j'en doute pas. Moi, j'ai même une amie d'enfance qui a dû arrêter ce ouais, métier pour, on ne sait pas pour quelle raison. D'un coup, elle est devenue allergique à tous les produits. Elle se grattait sur les murs en crépi. Elle avait les mains dans un état pas possible. Elle a dû arrêter son métier. l'allergie, c'est très clair, hein. Tu vois, moi, je suis allergique. J'avais un super déodorant en pâte aux huiles essentielles que j'adorais, hyper clean, bio, tout ce que j'aime et tout. Et ben, le seul truc où j'ai fait une allergie, c'est qu'à force d'en mettre, un matin, je me suis avec une cloque sous le bras, parce que c'était hyper d'allergie. Il y a deux systèmes. On est né très tôt, en gros avant 15 ans, à des molécules. Soit on devient allergique par exposition. Les huiles essentielles sont des molécules très énergisantes. Avec le bio, on a remplacé les parfums de synthèse par les huiles essentielles, donc elles se sont incorporées un petit peu partout. On a vu une explosion des cas de cosmétovigilance, donc des cas d'allergie. Et c'est aussi Encore une pour ça, tu vois, que c'est assez libre service, les huiles essentielles, tu vois. Mais c'est souvent, souvent, on nous répète, attention, une, deux gouttes, trois, quatre gouttes. Et souvent, les gens se disent, je vais en mettre plus, parce que ben, déjà, ça va, par exemple, moi, j'utilise beaucoup d'orange douce que je mets dans mon bain. Ben, souvent, j'ai tendance à en mettre un peu plus, parce que pour que ça sente meilleur, tu vois. Et en fait, non, s'ils indiquent qu'il faut, c'est presque un médicament dans certains cas. Donc, très puissant, c'est un concentré, hyper concentré de la niveau le plus puissant de la plante. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est pas tant d'ailleurs, parce que le gros effet, les couches, c'est vraiment un mélange. Je vais pas citer de marque, mais les marques qui mélangent plein d'huiles essentielles ensemble, ça, vraiment, vous-en comme de la peste. Il y a une épée de Damoclès réglementaire depuis plus de 20 ans sur les huiles. Ils n'arrivent pas à légiférer, ça demande d'études, mais il y en a beaucoup qui sont dans le radar en disant peut-être que potentiellement on va interdire certains mélanges essentiels, mais t'imagines le travail pour étudier ça sur des choses ouvertes. Mais clairement, oui, les huiles essentielles, c'est compliqué. Moi, je suis dans toutes les sphères en cosmétique. mince, ça coupe. Attends, Caroline, ça coupe. C'est bizarre, hein, pourtant je. Ouais, ça fait des petits blancs, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais. Donc des fois, quand on tombe sur un mot important, ça fait, on a le Ah blanc. zut! Est-ce que ça vient pas de chez moi aussi? Tu sais, des Ah, fois, le, normalement, je capte bien là, mais bon, tu me moi diras. aussi. Désolée, on essaie de parler un peu plus lentement, peut-être, effectivement. Mais Mais ah oui, tu parlais des sujets. Je pense que le truc très important, c'est de ne pas de faire attention à pas trop cumuler. On parlait des couches, et ça, pour le coup, a priori, l'effet quasiment le plus clair, c'est le fameux effet cocktail. Et donc, ouais. cette étude fait qu'en diminuant par deux le nombre de produits utilisés dans cette salle de bain en une semaine, hein, même en faisant un tri avec juste les produits les plus bruts, tu divisais par deux les résidus de perturbateurs endocriniens dans tes urines. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que l'effet est assez court-termiste et en plus, tu as vraiment quelque chose de
palpable. Donc, les effets cocktails, voilà, par exemple, les Ça, cocktails. c'est important, c'est vraiment important ce que tu dis. Je pense que je peux vous inviter, et je vais le faire aussi, c'est aller dans votre salle de bain. Alors peut-être pas aujourd'hui si vous n'avez pas le temps, mais oui, il y aura un replay. Si vous avez l'occasion de le faire ce week-end, c'est justement peut-être ça, d'ouvrir vos placards, déjà d'enlever tous les produits qui sont là depuis 2 ans et qui stockent pour rien, et de privilégier, moi je le privilégie aussi beaucoup, c'est le moins, comme tu l'as dit, less is more. Tout simplement, c'est, tu vois, le matin, je mets quasiment rien sur ma peau, je me nettoie pas le visage, je mets une eau florale ou juste de l'eau. Et ensuite, je me masse le visage avec une huile. Donc, Ouais. j'ai rien. Alors, si de temps en temps, je vais mettre un make-up, mais le make-up que je mets, Bah, il est naturel, c'est les euh, petits pots. on en C'est à base je sais plus, de seigle, je crois. Donc, j'essaie d'éviter les cochonneries. Et le soir, j'ai un double nettoyage. Mais encore une fois, je me double nettoie le visage avec une huile, tu vois. Et peut-être que là, j'ai quelque chose à améliorer parce que comme j'ai de l'acné, je pense, j'irai vérifier s'il n'y a pas de l'acide salicylique dans mon gel nettoyant que j'utilise en deux. Mousse et huile, ça peut être très bien, mais en fait, tu as parfaitement raison. Déjà, on a tendance à trop décaper la peau en général. Tu vois, on en parlait pour l'intimité. La peau, le matin, tu n'as Mm. pas besoin de nettoyer ta peau. Hormis si tu es en pleine puberté, avec les glandes sébacées qui sont, Oui. tu vois, en pleine ébullition, et donc tu as un surplus de sébum que tu as besoin de nettoyer le matin pour pas engorger la peau. Mm. En dehors de cas très précis, honnêtement, on va plus abîmer les défenses de la peau et les note avec les 45% de bactéries sur la peau plutôt que lui rendre service. Donc, sauf si vous avez passé la nuit dehors, c'est quoi? Normalement, on a besoin de se nettoyer la peau que le soir avant de se coucher et pas le matin. On enchaîne sur une C'est vrai, routine. c'est vrai, c'est vrai. Et ça, je le recommande vraiment vivement. Et après, d'appliquer une huile, même si vous vous maquillez un tout petit peu, l'huile, après, si vous attendez un peu, surtout la tienne, et c'est pour ça qu'elle l'aime beaucoup en général, c'est parce que elle est pas. Tu as plusieurs types d'huiles. Tu as des huiles vraiment très épaisses, un petit peu plus. L'huile de ricin, par exemple, qui est très épaisse, un peu collante. Moi, je mets beaucoup d'huile de noisette aussi, parce que j'ai la peau mixte. Mais celle de chez Mier qui est régénérante, beaucoup l'apprécient parce qu'elle ne va pas, elle donne un fini doux et elle n'a pas du tout cette impression d'huile en fait. Tu Oui, vois? Elle absorbe rapidement dans la peau et vous attendez 5 minutes, vous faites, on a toujours un truc à faire. Et ensuite, vous pouvez appliquer autre chose sur la peau. C'est ça qui est bien. oui, bah moi j'aimais pas les huiles très lourdes. Après, il y a les huiles très lourdes, ça dépend de peau, tu vois. J'adore un produit, une huile très grasse à avaler qu'on peut mettre sur la peau aussi. Il y a des huiles avec un peu pansement qui ont un effet dingue, mais c'est pas beaucoup, moi, cet effet. Et puis, en fait, les huiles, une méconnaissance, on a cru que quand on était dans sa clinique, on ne pouvait pas utiliser. Les corps gras ont été très diabolisés en alimentaire et en cosmétique. Or, c'est pas du tout vrai. Il y a beaucoup d'huiles. Regardez l'indice de comédogénécité, c'est-à-dire de comment ça va impacter les comédons. Et On éventuellement, attend la brume millet, mais il y en a déjà une, hein. il y a une brume rafraîchissante et effectivement, vraiment, c'est important. Par exemple, l'huile de jojoba, elle est super intéressante, tu vas beaucoup connaître, parce que c'est la plus proche du sébum naturel de la peau. Elle est très peu comédogène, hein, comédogénicité de 0 ou 1. Elle apporte du glycant, mais par contre, elle va pas du tout surcharger la peau. Et moi, j'aime que les textures, effectivement, légères, faciles à vivre. Donc, au niveau des huiles, qui Mais sont tu souvent... vois, ce que tu as dit, c'est hyper important à préciser. C'est que j'ai beaucoup, moi quand je fais les formations de yoga du visage par exemple, j'ai quasiment à chaque session une personne qui me dit oui, mais parce que je ne travaille qu'avec des huiles quasiment, oui, mais moi l'huile sur la peau, ça va graisser ma peau. Ouais. Je l'ai quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou ça va graisser ma peau, ou ah j'ai de l'acné, je vais pas mettre d'huile sur ma peau, ça va être pire, ou j'ai la peau Et grasse. C'est fou, hein? c'est le gros malentendu. Il faut plutôt regarder cet indice de comédogénicité, voir comment on réagit. Et c'est vrai que lui, savoir que bah, c'est par essence, c'est le plus biodisponible et bioaffinitaire avec la peau. En fait, la composition du sébum est très proche de l'huile. Et généralement, il faut beaucoup regarder, notamment quand on veut rééquilibrer l'acné inflammatoire ou hormonale, et ben ça va être très important d'ingérer des bons gras, des bons oméga 3 par exemple, pour rétablir cet équilibre, parce qu'on va avoir un sébum moins inflammatoire. Et finalement, qu'est-ce qui va créer ce sébum inflammatoire? C'est aussi donc le sébum que nous on crée. Et en externe, pareil,
très légères et anti-inflammatoires qui sont très appréciables. Oui, mais tu vois, tout ça, c'est important. Et encore une fois, je pense que c'est un équilibre de tout, un équilibre de ce qu'on met sur sa peau, de ce qu'on ingère, puisqu'en plus, le temps qu'on l'ingère, le temps de la digestion, bah, c'est quelques jours après qu'on a l'effet qui se coule sur la peau. Mais c'est important de veiller sans devenir... Oui, puis tu vois, voilà. comme on parlait des perturbateurs endocriniens, je pense qu'il y a un point très important par rapport à ça. Il n'y a jamais eu autant d'acné inflammatoire, de peau réactive. Et en fait, ce qui est très, très important, c'est de se dire que bah, typiquement, on parlait des blocages métaboliques, de l'inflammation, bah, les perturbateurs endocriniens vont venir agir. Et parfois, des blocages métaboliques, des rougeurs, des peaux très réactives, tout ça, c'est une surcharge. Donc pour moi, il y a les bons acides gras qui sont extrêmement importants, en interne et en externe. Mhm. Également, le côté soutenir le foie et l'inflammation. On a beaucoup parlé autour de la périménopause, mais ça, c'est un point qui est trop peu connu. Ouais. Et c'est maintenant si certaines plantes, voilà, comme la bardane, le dessoyer, le romarin, sont aussi très conseillées parce que de toute façon, ça va aider notre corps à battre contre ces toxines, ces polluants, ça va l'aider à mieux fonctionner. Ça va aussi jouer sur l'inflammation. Donc vraiment, les perturbateurs endocriniens, c'est d'abord pour moi un sujet de santé, parce qu'on parle quand même, voilà, le livre, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était vers la disparition de l'espèce humaine. Enfin, il y a vraiment des indicateurs inquiétants. Donc je donne voilà, les grandes pistes pour s'en protéger au quotidien, au moins savoir que ça existe et protéger nos enfants. Ça, c'est important. Et puis, comment, enfin, vous, je sais que sur le compte Insta de Millet, vous en parlez beaucoup parce que ma question, c'est comment tu informes, comment tu sensibilises les consommateurs, les consommatrices au quotidien, comment toi tu fais attention. Donc, il y a l'application qui peut être pas mal, que tu nous as partagée, et alléger aussi tout son environnement. Acheter une gourde chez Berkey, Oui, Berkey, je crois ça, que c'est. BERK, ouais, ouais, ça joue beaucoup. Voilà, et puis comment nous, en tant que professionnels, ou vous au quotidien, dans votre entourage, vos enfants, votre famille, comment on peut en parler sans devenir justement à dire, oh là là, attends, je vais commencer à scanner tous mes produits. Non, mais il y a des bons réflexes de base. On peut, par exemple, éviter les plastiques à faire chauffer aussi. On évite les Tupperware en plastique, on évite les bouilloires en plastique. On voit bien, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a sur les contenants, éviter les poêles Tefal avec les composés perfluorés qui font partie des grandes. Bah, ça, on sait aujourd'hui. Bon, maintenant, ça a été interdit, le téflon tel qu'il est, mais je ne suis pas garantie que les revêtements anti-adhésifs aujourd'hui soient encore plus sains. Donc voilà, privilégier l'inox, privilégier la fonte céramique, des emballages en verre plutôt qu'en plastique. Il y a quelques grands réflexes. Éviter aussi les choses en silicone où il y a des sons de cloche un petit peu Oui, divers et variés. oui, parce que tu sais, on a tous aussi ces petits moules en silicone pour les gâteaux, pour le faire cuire le poisson en papillote. Bah oui. Donc ça, il faut essayer de progressivement. Après, ceux qui sont en très bonne qualité en silicone ne poseraient pas trop de problèmes. En silicone, c'est la dérivée de silice, pas sur des familles de plastique. Mais j'ai envie de dire, c'est du bon sens. C'est faire un petit tri Ouais. dans sa cuisine, dans ses produits ménagers et dans ses soins. Ça a un gros impact. Et les soins, avant de voir ces premiers résultats de l'étude de Harvard et tout, je ne pensais pas que ça avait un aussi gros impact. Mais comme la peau est un organe très poreux, bah, ça vaut le coup de s'y retrouver à deux fois. Puis après, c'est un phénomène de désintoxication. Tu vois, de la même manière qu'on voit que la consommation de viande baisse parce qu'on prend conscience des impacts écologiques et polluants Oui, hein, en général. pour la santé en globalité, Bah, c'est un mais peu c'est déjà beaucoup de tips que tu nous donnes et je pense que ça peut être une bonne mission pour nous toutes ce week-end de faire un petit peu ce tri. C'est le printemps, ça tombe bien. Ça va être la période des détox aussi. je vois Est-ce des que tu crois que les... trucs sympas, des plantes dépolluantes. Tu vois, ça, c'est des choses aussi dans l'intérieur, aéré. Enfin, tu vois, il y a des réflexes de base. Et c'est vraiment, en fait, on dit qu'on prend 15 jours à prendre l'habitude. Donc, autant on va pas aller vivre dans une grotte loin des ondes et ce que tu veux. Autant il y a quelques réflexes simples à prendre. Des textiles naturels, des bois massifs. Ouais, le coton, le coton. Pareil, bah, ça on le sait, c'est pareil pour l'intimité. Il y a jamais eu... Et alors, on voyait même que, en gros, tout ce qui est trop sophistiqué, dont on n'a pas besoin. Là, je voyais récemment que sur des céramiques qui étaient peintes ou vertes couleurs, tu sais ce que je t'avais envoyé, il pouvait y avoir des résidus de métaux, de plomb qui étaient contaminants. Enfin, on revient au less is more. La bonne assiette classique, tu vois, en grès ou je ne sais quoi, ou en porcelaine, elle ne posera pas de problème. Il faut éviter d'aller vers des choses trop sophistiquées. Donc, dans Oui, c'est du bon sens finalement.
beaucoup de bon Moins sens. de cosmétiques, plus qualitative, plus de composition brute ou naturelle et Et c'est moins de tout en fait. l'alimentation, quand tu sors un peu des plats transformés, et tout, bah, de la même chose, on pourrait sortir de ces parfums, une abondance de parfums, de synthèse et autres dont on a abreuvé, et aller vers des choses plus naturelles. Et ça devient très addictif, ça demande des efforts en fait au bout d'un moment. Moi, il y a des parfums, depuis que je me suis séparée des parfums, il y en a plein que je ne supporte plus, quoi, que je trouve hyper omniprésents, envahissants. Et Oui, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les parfums naturels dans les huiles. Je mets très peu de parfums, j'en ai un que je mets depuis 10 ans et j'ai beaucoup de mal avec les odeurs. Moi tous les parfums, je trouve que ça sent les toilettes, donc j'ai du mal avec le parfum. Mais voilà, j'aime bien certaines huiles essentielles, mais encore une fois, plus on est dans le naturel, plus on a moins de choses, mieux c'est. Voilà. voilà, mort dont tu disais. Et là, voilà, on va pas vivre dans une grotte, mais il y a beaucoup de choses dont on peut se protéger de manière assez aisée. Ce qui est surtout important, c'est d'être au courant. C'est-à-dire de se dire, bah, parfois, on a toujours ce choix. Est-ce qu'on va pas prendre le truc pas cher et se laisser avoir par la fast fashion ou je ne sais quoi? Et réfléchir un peu aussi à l'impact quand on achète ça pour nos enfants, pour nous, quand on est enceinte ou autre, de l'impact que ça peut avoir vraiment cette accumulation. Parce que quand même, voilà, souvent beaucoup de toxiques et ça vaut le coup d'acheter moins et mieux, de privilégier le durable, de s'éduquer progressivement à ça. Et c'est Et, important euh, et je d'en parler comme on fait là, et plus on en parle, et plus je pense que ça sensibilise aussi bah, notre entourage, nos enfants aussi dans leur consommation future. Mm, tout à fait. Et puis surtout dans la beauté, où ça a été quelque chose de très laissé de côté, on parlait des salons de coiffure, des esthéticiennes et tout. Aujourd'hui, il y a vraiment un retour. Il y a aussi ça au niveau des femmes de ménage. Il y a plusieurs organismes qui maintenant les protègent en proposant vraiment des normes de produits labellisés et plus safe. Voilà, c'est quand même dingue de se dire que des professions comme des coiffeuses ou des femmes de ménage étaient particulièrement exposées, alors qu'on est dans des choses qu'on peut facilement corriger. Et puis moi, j'espère qu'il va y avoir un retour de bon sens de l'industrie. On a des groupes de réflexion avec plusieurs marques qui sont impliquées là-dedans. Et vraiment, j'ai des perturbateurs endocriniens, il est évitable. On peut laisser ces formules ouvertes et faire cet effort. Mais euh, c'est par- beaucoup d'argent, je pense, pour la science aussi, de faire toutes ces études. Et ensuite, une fois que les études sont faites et que ça coûte quand même énormément d'argent, d'aller inciter des lobbies qui sont installés depuis tant d'années à changer leur formule ou à communiquer différemment. Bah, souvent, quand tu modifies les systèmes de conservation, bah, la première résistance, ça va être le coût, parce que les conservateurs naturels issus de la fermentation sont plus chers aussi généralement que des conservateurs de synthèse. Donc oui, il y a toute une équation économique à revoir. Mais là, quand on voit, si tu veux, quand j'ai vu récemment et j'ai complètement paniqué par ça, même si on avait un sentiment de cette évolution, que tu as vu, tu as 70% des augmentations de cancers en général, notamment des cancers chez les enfants, hein, des cancers pédiatriques, ça, bah, ça fait réfléchir. La baisse de la fertilité et tout, on se dit, bon, c'est sûr qu'on va pas rester à l'enfant, mais on est obligé d'y réfléchir. On est face à un phénomène qui est quand même assez angoissant et je pense qu'on a vraiment, bah, l'obligation d'être éduqué là-dessus et voilà, d'en parler. Ça semble important. C'est clair, très important. Et j'avais une question, moi, c'est comment comment toi, avec Millet, vous avez fait justement pour créer ces produits que j'adore, moi, en éliminant tous les perturbateurs endocriniens. Vous l'avez fait, vous. Donc c'est possible. On l'a fait, mais comme je te dis encore une fois, c'est bah, moi, comme tu as compris, c'est livre. J'en dormais pas, j'ai lu tous les perturbateurs endocriniens, donc c'est sûr que j'allais pas lancer une marque en m'autorisant des perturbateurs endocriniens suspectés, puisque c'est le point de base de la marque. Mais même au-delà de ça, il faut avoir l'humilité de dire quand on le fait, et moi je le dis d'ailleurs sur les sites où on est en formule ouverte. Je suis pas à l'abri que, je sais pas, dans 6 mois, on identifie qu'il y a une partie d'un conservateur. Bon, ça sera forcément des choses très à la marge et très légères n'est pas à l'abri d'identifier des nouvelles interactions de tu vois, je sais pas, de la qui sont tombées, bah, ça n'a pas été le cas pendant des années. En fait, il faut aussi se dire et avoir cette humilité de dire bah, je fais en l'état des connaissances actuelles. Oui, je m'interdis beaucoup de choses. Il y a des développements que je ne peux pas faire, tout simplement. Qu'est-ce que tu Et par, aimerais bien faire et que tu ne peux pas faire à cause de ces perturbateurs? et par exemple, le sujet des solaires est Alors
c'est super, merci pour ça, parce que il y a une personne qui a posé la question. Donc, qu'est-ce qu'il en est des crèmes solaires? Et ça tombe bien, parce qu'on va bientôt devoir s'en tartiner le visage, et j'en parle aussi beaucoup. La crème solaire est votre premier anti-ride, votre premier anti-âge. On dit toujours anti quelque chose, mais voilà, pour vous protéger du soleil et donc éviter ce vieillissement. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met? Et ça aussi, c'est une question qui revient souvent, des conseils de crème solaire. On ne sait plus quoi se mettre sur la peau. Un truc très simple, déjà, si je veux vraiment schématiser, la crème de jour SPF 30 ou 50 à bannir. C'est-à-dire que, D'accord. et d'ailleurs, c'est très, très décrié, c'est une tendance qui a été lancée par des influenceuses TikTok américaines qui n'y connaissaient rien. Et tu vas poser la question à n'importe quel labo. Un filtre solaire, ça s'évapore en général, hein, pour 98% des filtres qui sont très techniques. Ça s'évapore en 1 à 2 heures. C'est pour ça qu'on dit renouveler vos crèmes toutes les 2 heures, ou 2 à 3 heures maximum, mais généralement déjà on applique moins que ce qui est recommandé. Tu verrais les recommandations, c'est des noisettes avec, c'est des tests sur les SPF, on a toujours tendance à en mettre plus pour les tests que ce qu'on met réellement. Donc quand on met sa crème de jour à 7 heures le matin, et Oui, qu'après, voilà, le moment où on s'expose, excusez-moi, mais les fils sont largement évaporés. En plus, on va déculpabiliser. Et en plus, on aura rajouté des ingrédients chimiques potentiellement nocifs et pour la planète et pour la peau. Donc ça, c'est pas un bon deal du tout et ça n'a pas de sens. Et en plus, ce matin, il est très bon pour la vitamine D. Il faut plutôt s'y exposer. Il est très peu agressif d'un point de vue indice UV. En général, la plupart de l'année, surtout dans nos contrées. Donc vraiment, ça, c'est un très mauvais réflexe à bannir. Le chapeau, c'est très bien, c'est d'avoir un chapeau sous sa main. Ben ouais. Les crèmes solaires bio à base de dioxyde de titane. Et donc souvent, c'est oxyde de zinc, dioxyde de titane, le duo protection. Il est très bien en spectre solaire. Ce qui est le problème avec ces filtres minéraux très naturels, ça va être potentiellement de bord un petit peu. Oui, c'est des crèmes souvent très lourdes, très blanches, oui, pas agréables à mettre. oui, on ressemble un peu à Fantomas. On Voilà. avait très Et bien en bio, mais ça a évolué aujourd'hui. Il y a des crèmes solaires bio qui m'ont un peu plus bluffée, mais voilà, il y a toujours une question d'équilibre entre la largeur du spectre UV, c'est-à-dire ça protège vraiment bien des UVA et des UVB, parce que c'est la raison première d'un filtre solaire. Et puis après, il y a plusieurs équations à mettre dans la boucle. La question des eaux, parce qu'il y a beaucoup de fils qui vont abîmer les populations aquatiques ou les coraux, le spectre de protection, et puis enfin l'aspect ou chimique ou nocif pour la planète ou pour la... Et tout ça pour l'autre, c'est ça fait un moment qu'on l'étudie, on est dessus, mais c'est des produits assez compliqués. Et malheureusement, les filtres en brume, j'ai vu que tu en parlais. oui, parce qu'en fait, comme tu disais, c'est vrai qu'on réapplique pas dans la journée si tu es au soleil. Et moi, j'avais vu ce genre mais je trouve qu'il y a, enfin, les compositions sont, il faut fermer les yeux, quoi. Le geste, Enfin, typiquement, moi, ces idées de brume, ça peut interdire certaines compos, parce que déjà, les brumes, c'est des choses qui sont compliquées à conserver. Et des filtres aussi, c'est des choses compliquées à conserver. Je n'ai pas vu une seule brume qui soit vraiment bien d'un point de vue notation solaire. Souvent, c'est une catastrophe les ingrédients qu'il y a dedans. Et après, il y a les huiles fines. Et les huiles fines, c'est un autre problème. Elles peuvent être assez fines, mais force est de constater qu'en cosmétovigilance, c'est-à-dire qu'en remontée de cas, par exemple de coups de soleil et tout, bah, t'en as beaucoup plus parce que parce que en fait, une huile, elle va être sensible aussi au sable et tout ça, et puis on va en tendance à en mettre moins. Comme une huile, ça peut s'étaler beaucoup plus. On a l'impression que le geste est pratique, mais alors par rapport aux recommandations et au SPF, on risque de tomber encore plus bas en termes d'application. Et donc, c'est problématique aussi. Il y a souvent beaucoup plus de cas de remontée de coups de soleil ou de choses comme ça avec des crèmes en forme d'émulsion. Donc, l'équilibre est assez délicat. Puis après, le maquillage, c'est encore assez compliqué en naturel. Dès que tu pars sur des pigments, des formules avec les mêmes systèmes de conservation et tout, il y a souvent des compromis à faire à ce niveau-là qui ne sont pas encore idéaux. Mais en tout cas, pour tous les soins visage et même le capillaire, aujourd'hui, il y a une maturité assez dingue là-dessus. Donc là, vous trouverez tout ce qu'il faut. Mais effectivement, un domaine un peu plus inaccessible. eh oui, c'est vrai. Mais bon, ça nous donne déjà beaucoup d'infos, beaucoup d'options, en tout cas, pour choisir ce qui est meilleur pour notre santé. Et puis, je vous invite aussi à aller voir quelle est la best crème solaire et à nous la Et partager si vous voulez. je veux dire, non, mais il y a plein de crèmes solaires. Bon, c'est pas mal celles qui sont déjà sans parfum, hypoallergéniques, destinées par exemple aux populations jeunes, aux enfants et tout. Elles sont vraiment pas mal, même en chimie, des choses D'accord. qui
qui peuvent être vraiment recommandables. Il faut regarder les notations. Il y avait quelques marques, j'aime pas trop aussi les marques, tu Oui, vois, par exemple. ouais, c'est toujours compliqué, mais Mais voilà, il y a vraiment des marques de dermocosmétiques assez saines maintenant en solaire. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on sait peu sur le soleil. Plutôt que de oublier ce geste de crème SPF du matin qui ne sert à rien à part vous polluer le visage, en revanche, l'après-soleil, ce qu'on ne sait pas, c'est que les radicaux libres, ils continuent à agir pendant un moment sur la peau. Et là, c'est hyper intéressant de blinder sa peau d'antioxydants avec des huiles hyper antioxydantes, de l'astaxanthine, l'huile comme l'huile régénérante qu'on a. Ça va être hyper intéressant parce que le pépin de raisin, oui. le côté antioxydant, il va aider à diminuer ce niveau de radicaux libres dans la peau dans la durée. Donc, Radicaux libres, l'huile régénérante, on pourrait la mettre après une exposition solaire pour réparer la peau, bah, régénérante, quoi. parce qu'en fait, ce qu'on a, mais on sait peu que les radicaux libres continuent à agir dans le temps. Je ne Même savais pas. quand on s'est exposé 2 heures au soleil, les radicaux libres vont continuer à agir plusieurs heures. Et donc là, le bouclier antioxydant, c'est vachement intéressant. Et voilà. Et sinon, moi, je dirais aller piocher dans la dermocosmétique, plutôt en pharmacie, dans des choses sans Ouais. parfum, de jeunes populations. Ouvrir Oui, je suis désolée, de temps en temps ça coupe. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. J'espère que vous arriverez à regarder le replay avec toutes les infos. Mais bon, si de temps en temps dans le replay il y a un poser. mot essentiel, on vous répondra en commentaire. Ouais. Et alors, j'avais une question à te poser également sur l'huile, tu vois, mais je ne savais pas que les radicaux libres continuaient à nous détériorer l'épiderme post-exposition. Euh, et je voulais savoir, dans l'huile régénérante, les post-biotiques, est-ce que c'est ça aussi qui vient aider la peau? Parce que tu vois, on parle de tellement de choses. Aujourd'hui, on parle de prébiotiques, probiotiques, postbiotiques. Et ben, des fois, on est un peu perdu. Alors, tu sais, on parlait de décaper le microbiome cutané, de nettoyer la peau le matin. Tu te souviens quand on parlait de ça? C'est exactement le même système. La peau, elle est composée à 45% de bactéries. Pendant des années, on a voulu décaper le chimique, régénérer avec des acides, renouveler le renouvellement cutané accéléré. Là, on se dit, oups, on va peut-être observer comment la peau fonctionne. Et la peau, elle a besoin d'un bon équilibre en bactéries, notamment. Oui, le microbiome. Le fameux microbiome, c'est plein de bactéries différentes, pas que des bactéries d'ailleurs. Plein de choses, il y a des enzymes, des microparticules, enfin. Et tout ça doit vivre ensemble en bonne harmonie. Il faut qu'ils soient assez diversifiés. Et en fait, nous, dans tous nos soins, on a choisi de mettre des postbiotiques parce qu'aujourd'hui, alors, il y a un truc absurde. En ingestion sur des souches activées, donc vivantes, on appelle ça des probiotiques. Et D'accord. depuis peu, depuis 1 à 2 ans, en cosmétique, on appelle ça des postbiotiques. En fait, ce sont des souches inactivées. Oui. D'accord, post-biotique. Alors, il y a une personne qui me demandait pour l'huile régénérante, ben, c'est celle de chez Millet que j'ai là. Je sais pas, mais je vous mettrai des liens, vous irez voir. Et enfin, d'ailleurs, le sérum anti-imperfection, notre émission anti-imperfection, le gel intime, l'huile. On est vraiment sur des produits très basiques dans tes routines less is more. On peut les mélanger, on peut les utiliser seuls. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours ce côté de retour à l'état d'équilibre, donc d'aider la peau à aller mieux, à cicatriser, à équilibrer la peau. Donc, on va toujours travailler. Alors, on rajoute les prés, c'est pro ou c'est post. Les prés, c'est la nourriture de ces bonnes bactéries. Donc, en fait, quand tu mets des complexes de probiotiques ou postbiotiques, c'est dommage de ne pas avoir des prés. Parce que les prés vont garantir la bonne activité dans le temps de ces pro ou postbiotiques. Donc, pro quand c'est en complément alimentaire et post quand c'est en cosmétique. En tout cas, l'efficacité est largement prouvée et de la même manière, j'ose espérer qu'on aura des soins sans perturbateurs endocriniens suspectés partout dans quelques années. J'ose espérer que les postbiotiques vont généraliser. Parce qu'aujourd'hui, on travaille vraiment, que ce soit au niveau intime ou peau, on va regarder le pH de la peau, on va aller plus de pH physiologique que de pH neutre, on va travailler dans le sens. On verra d'ailleurs ce côté douceur de la peau qui va mieux, qui est plus résistante. L'idée, c'est pas de lui apporter de l'hydratation pour la surcharger ou l'étouffer. C'est vraiment de dire, on va aller dans le sens du microbiome cutané, renforcer le bouclier de la peau et on le voit très vite sur la douceur et ces effets-là, les Oui, couleurs. et d'une peau plus unifiée, voilà, de quasiment plus avoir besoin justement de mettre de la cosmétique en plus. Parce qu'on l'a. Et tu sais, il y a des moments, moi je me souviens très bien en hiver, et moi j'ai toujours travaillé la cosmétique. Ah bah je mets mon sérum, ma crème hyper hydratante et tout, et pourtant j'ai la peau de plus en plus sèche, et l'autre je comprends pas. Et j'ai dit bah en fait arrête, Surchargé. détox.
Tu mets rien ou un petit peu d'huile et regarde comment ça se passe. Et en fait, la peau récupérait aussi ses fonctions. Et c'est la même chose que je dis avec les compléments alimentaires. Il y a vraiment cet état d'équilibre de l'organisme. Quand on prend des compléments alimentaires aussi, on n'est pas censé les prendre en continu dans la durée, même si ça fonctionne très bien. Moi, je le prends presque en continu, mais c'est vrai que maintenant, j'essaie de faire des petites pauses, De tu vois. marquer, Ou alors, je prends la semaine et je les prends pas le week-end, par oui, exemple. ou marquer. En fait, prendre l'idéal, c'est de cumuler la durée, faire le 1 mois, 3 mois, c'est souvent recommandé. Et après, on fait une pause et on voit où on en est. Si on est en pleine phase de tempête hormonale, de stress, quoi, et ben, on peut en avoir besoin plus vite et les effets vont durer que quelques Ouais. jours. Mais potentiellement, les effets vont durer. Et puis, pas oublier que sont voilà, l'alimentation, etc. Il n'y a pas de gélule miracle non plus. Donc, Non, ça c'est vrai. Il n'y a rien de miraculeux. il y a beaucoup C'est surtout aussi du bon sens, de l'observation, laisser le temps à sa peau de se régénérer. Tout ça, c'est hyper important. Mais ouais, parfois, mettre la peau en pause et dire, OK, je fais une petite détox, je mets quasiment rien ou juste un filet d'huile, vous allez voir la différence, notamment en hiver. Ben, tu sais, je vous le repartagerai si je le trouve, mais j'ai fait un post il y a très 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 longtemps sur le jeûne cosmétique, mais quel qu'il soit. C'est de laisser sa peau pendant plusieurs jours, si vous y parvenez par exemple un dimanche, sans rien, pas d'eau, pas de rien. Juste la laisser vivre pendant 24-48 heures. Et c'est aussi pas mal en Même général. pour les enfants et pour nous, hein, tous les dermatos aujourd'hui décapent trop. Donc, les enfants qui ont peu, le jour où ils ont pas sport et tout, on leur fait 2 toilettes de chat dans la semaine. Et vous allez voir que les problèmes de peau atopique, eczéma, ça diminue. On décape trop et la peau deviendra plus douce. Enfin, je veux dire, il y a un moment, Oui, accumule les bactéries, les odeurs, c'est les plis, hein. C'est sous les bras, au niveau des fesses, les pieds. Et on n'est pas obligé de tout décaper, quoi. Et ça, c'est très agréable de prendre sa douche au matin, mais vraiment, c'est des messages à passer parce qu'on est encore une fois dans de l'assise mort. C'est à prendre ouais, d'autres réflexes et vraiment, ça joue. Et puis, on se pose moins, pas perturbateur. c'est vrai. Tu as raison. Mais en tout cas, je pense que tu nous as fait un tour global assez simple à comprendre parce que je sais que si on veut aller un peu plus dans le détail, ça peut vite devenir beaucoup plus scientifique. Mais en tout cas, merci Caroline parce que tu nous as donné des grandes lignes et surtout des tips pour essayer d'être un peu moins exposé, de faire attention à ce que l'on consomme au quotidien. Moi, c'est vrai que maintenant, Le site Génération Future, qui est hyper le intéressant. site, est-ce que tu pourras me l'écrire sous le replay Ouais, comme ça, Génération Future, ça s'appelle. Je l'écrirai. ça marche. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que là, on a dépassé 1 heure. Il faut que je puisse reposter le replay. Euh, je ne suis pas sponsor chez Millet parce qu'il y a une dame qui fait que des compliments sur l'huile régénérante. Mais bon, c'est vrai elle est super. Mais et Ça me fait au-delà de la texture et de l'odeur, c'est vrai que la composition se prête bien à une peau plus douce, une peau moins acnéique. En tout cas, moi, je fais le combo des deux avec l'émulsion. Et c'est vrai que ça m'a pas mal ouais. aidé. J'ai pas résorbé complètement mon acné hormonal, mais ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est chouette. Pour Nathalie, je pense, hein, quoi. On peut le dire. Je masse, je masse, je masse, je Oui, masse. bah, ça, c'est indispensable, hein. On disait, pour travailler dans le sens de son corps, le massage, ça en fait tellement partie. C'est prouvé. Là, on va réactiver, on va stimuler. C'est la même chose que pour les zones intimes, pour stimuler la lubrification. Enfin, c'est tellement logique. Rester en contact avec son corps, c'est beaucoup plus efficace que d'accumuler. Enfin, j'espère qu'on Oui, posera. et puis quand tu sais, une fois qu'on s'est habitué, parce que j'ai beaucoup de femmes qui ils sont pas encore dans même pour appliquer une huile, elles vont appliquer l'huile et du coup, bah, elles restent comme ça avec l'huile sur le visage. Et maintenant que je me masse autant le visage tous les jours, je sais que si, par exemple, tu parlais d'un nombre de jours pour s'habituer à une routine, etc., bah, je sais que si vous prenez le temps de vous masser un peu le visage en appliquant l'huile, même avec des petites gestuelles, après, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est-à-dire que ça sera impossible de mettre un produit sur votre peau sans avoir envie de rester dans la faire pénétrer, d'appliquer, de stimuler la peau. Et, et mentalement, la manière de commencer ou terminer sa journée comme ça, c'est vraiment un temps de pause, ça change tout, quoi. Absolument tout. C'est vrai. Donc prenez soin de vous et de tout ce qu'il y a autour de vous, de ce que vous appliquez. En tout cas, merci beaucoup Caroline pour toutes ces infos. Tu reviens quand tu veux nous parler de tout ça.
Et je vais poster le replay, donc si vous avez encore plein d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On vous répondra, enfin surtout Caroline, au plus vite sur les perturbateurs. Voilà, remets-le en collab et comme ça, je verrai. Parfait, on Oui, fait je vais ça. essayer. Je vais prendre mon temps pour le faire parce que la dernière fois, j'ai complètement zappé. Je ne sais plus. Instagram change aussi les boutons de place. Moi, ça ne va plus. À chaque fois. En tout cas, merci pour tout. Merci Avec pour ton plaisir. temps. Tes beaux produits. Et je te dis à très vite, Caroline. Merci Nathalie, merci à tous. Bye bye. Merci à toutes. Bonne journée.